Bonjour tout le monde. Comme je vous ai déjà précisé lors du dernier cours, ce cours vidéo que vous écoutez à la maison remplacera le cours en classe de cette semaine. Il est toutefois important de bien écouter et de prendre des notes car au prochain cours en classe, vous aurez un quiz portant directement sur la matière de cette vidéo. Alors voilà, cette vidéo va donc vous introduire au troisième module de la session portant sur le thème de l'évolution. Vous allez donc être mené à construire des arbres phylogéniques à la toute fin du module. Tous ces propos peuvent vous sembler flous pour l'instant, mais je vous assure que nous allons procéder étape par étape. Vous allez donc découvrir aujourd'hui la classification du vivant. Mais ça sert à quoi la classification du vivant? Eh bien, ça sert à plein de choses. Principalement, la classification pose les bases de la notion d'évolution. Elle est donc fondamentale et nous permet de situer les espèces et nous par rapport aux autres espèces. Elle permet donc de comprendre l'histoire des espèces vivantes et plus particulièrement la nôtre. Notre planète abrite des milliers et des milliers d'espèces. En fait, on estime qu'il existe 7,77 millions d'espèces animales, 298 000 espèces de plantes, 611 000 espèces de champignons, sans parler des autres règnes du vivant. Ça fait quand même beaucoup d'espèces à classer. Alors, comment peut-on classer ces millions d'organismes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons voir la définition du fameux cladogramme, puis les types de classification. Finalement, je vous dirai ce que vous devez faire avant le prochain cours et ce qui sera vu au prochain cours. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un cladogramme? Un cladogramme est un schéma arborescent montrant les relations de parenté entre divers groupes d'organismes. Il comprend donc la racine, qui est l'origine, la base de tout ce groupe, puis lorsqu'il y a une division comme là, cela est la division entre deux espèces. Par exemple, comme le lézard et le serpent qui descendent du même ancêtre avec des pattes. Cependant, il existe différentes façons de construire un cladogramme, dépendamment des courants de pensée et du développement de la recherche scientifique. Mais alors, quels sont les types de classification? Il y a trois façons de classifier le monde vivant comme nous le connaissons. La populaire, la traditionnelle, on ne parle pas de la salade de choux du Saint-Hubert ici, puis la phylogénétique. Pour la classification dite populaire, celle-là, elle existe depuis des siècles et des siècles et elle est basée que sur l'apparence et les mœurs, du coup sans aucune donnée scientifique. Selon Aristote, les espèces devaient être classifiées selon leur complexité, basée sur le fait que l'homme, être suprême par excellence, se place tout en haut de cette classification. Par exemple, les plantes seraient tout en bas, puis les insectes, puis les poissons, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, puis l'homme. Bien sûr, notre cheminement de pensée a plutôt changé. La classification populaire peut aussi être basée sur d'autres traits apparents, par exemple, le milieu dans lequel l'animal vit. Comme ici, ce serait de placer les baleines, les requins et autres poissons, les algues, les huîtres, les pieuvres, etc., toutes dans le même groupe, celui des espèces aquatiques. Puis les chauves-souris, les oiseaux, les ptérodactyles et les papillons, par exemple, dans le groupe des espèces qui volent. Finalement, de regrouper les espèces terrestres ensemble comme l'autruche, la girafe, l'ours, les champignons et les arbres. On pourrait aussi placer les espèces par leur forme, leur couleur, leur personnalité, leur alimentation, etc. Pour la classification traditionnelle, nous nous basons cette fois sur des traits phénotypiques et physiologiques. Quoique ressemblant un peu à la classification populaire, celle-ci repose beaucoup plus sur la science. Par exemple, la constitution osseuse des membres supérieurs que l'on peut retrouver chez les baleines, la chauve-souris, le cheval et l'humain sont homologues, ce qui démontre que nous descendons tous, il y a des milliers d'années de cela, du même ancêtre commun. Un autre exemple est celui de la classification de l'oiseau. Le clade des reptiles, dans la classification traditionnelle, comprend les lézards, les serpents, les crocodiliens et les tortues, tandis que les oiseaux sont représentés par leur propre clade, à part, étant donné que physiologiquement parlant, ils sont très différents de ce que nous considérons être un reptile. Cependant, dans la classification phylogénique, qui se base sur les similarités génétiques des espèces. Nous avons découvert que l'oiseau est non seulement le seul représentant vivant des dinosaures, mais forme le clade des archosauriens avec les crocodiles. Le cladogramme actuel des reptiles est donc maintenant, dans le domaine scientifique du moins, représenté de cette façon. Et oui, l'oiseau fait maintenant partie des reptiles. Alors voilà, c'était les classifications les plus utilisées aujourd'hui.
Ce qui est important de retenir, c'est que la classification nous aide à positionner le monde qui nous entoure et nous dit du coup dans le monde du vivant. Qu'il existe trois types de classification. La première, la populaire, étant basée sur les traits et les mœurs. La deuxième, la traditionnelle, basée sur la physiologie. Puis finalement, la troisième, basée sur les gènes. La classification change toujours, en majorité parce que de nouvelles espèces sont découvertes constamment et avec l'évolution de la science qui nous permet de toujours faire de nouvelles découvertes sur l'origine de la vie. C'est déjà la fin de la leçon. Pour le prochain cours, il est très recommandé de lire le premier chapitre de l'Atlas de la phylogénie qui se retrouve dans votre document de lecture. Aussi, il faut s'assurer d'avoir bien compris les types de classification, car au début du prochain cours, vous aurez un quiz sur le sujet au local d'informatique. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.